Maître Coretem, alors je suis très flatté de vous recevoir sur le Courrier des Stratèges, je ne vous avais jamais reçu, mais vous êtes une célébrité, au moins à l'échelle nationale, puisque c'est vous qui aviez fait annuler le pass sanitaire dans les centres commerciaux des Yvelines, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Aujourd'hui, vous venez nous parler des machines à voter et de ce que vous faites sur les machines à voter, qui sont un vrai sujet d'angoisse pour beaucoup de Français, puisque il y a beaucoup d'effervescence autour de la fraude, de la crainte des fraudes électorales, de trucage des élections. Ah, on vous a perdu. Voilà, il est revenu. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les machines à voter? Bah, écoutez, premier point, c'est que effectivement, je comprends qu'il y ait quand même des questions qui puissent se poser être posées par nos concitoyens sur la question des machines à voter, puisque tout ça est un peu opaque d'un point de vue juridique, on va dire, parce que voyez-vous, depuis 2008, un moratoire avait été décidé sur cette question, c'est-à-dire que avant 2008, il avait été décidé que certaines communes pouvaient se doter de machines à voter et que d'autres communes resteraient avec tout simplement la bonne vieille urne que l'on connaît, sans avoir une possibilité de transformer cette urne en machine à voter. Donc depuis 2008, la situation semblait être stabilisée là-dessus, et une association que j'ai défendue s'est rendue compte que un certain nombre de communes avaient rajouté des machines à voter, que des machines à voter qui devaient remplacer certaines qui étaient obsolètes avaient en fait été utilisées comme machines supplémentaires. C'est quelle Et la question, association? c'est l'association AVEC, qui est une association de contrôle, une association de citoyens qui contrôle simplement que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. En fait, nos Et lecteurs connaissent avec, puisque j'ai fait une interview d'avec, j'ai appelé à aider avec, et donc c'est une association qu'on aime beaucoup et avec qui on parle. Excusez-moi, je vous ai coupé, mais c'est l'occasion de faire. et donc, la question était de savoir effectivement si ces communes avaient le droit de rajouter des machines à voter alors qu'aucun texte ne disait quoi que ce soit à ce sujet. Alors, l'intérêt des procédures qu'on a mis en place, ça a été finalement de clarifier la situation, qui est la suivante, c'est que donc à ce stade, les communes qui sont dotées d'urnes en bois ou en plastique telles qu'on les connaît pas le droit de changer ces urnes-là en machines à voter. En revanche, les communes qui ont eu l'autorisation avant 2008 d'installer des machines à voter, eh bien, ont le droit de renouveler leur stock et même d'en rajouter de nouvelles. Alors, ce qui est intéressant dans la procédure qu'on a mis en place, c'est que ça nous a permis déjà de savoir que l'état du droit en la matière, c'était bien ça, qu'il n'y avait pas d'autres éléments. Et surtout, le juge administratif, c'est-à-dire le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et c'est là qu'il y a une avancée significative, a considéré que désormais, eh bien, le juge administratif était compétent avant les élections présidentielles pour contrôler en quelque sorte la régularité du scrutin. Et ça, c'est une véritable nouveauté, puisque jusqu'à présent, ce qu'on apprenait et ce qu'on savait, c'était que seul le Conseil constitutionnel était compétent Sur le contentieux postérieurement, électoral. voilà, électoral, postérieurement au scrutin. Mais désormais, les citoyens peuvent, s'ils estiment qu'il y a une irrégularité avant une élection, s'ils estiment qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, eh bien, les citoyens peuvent saisir directement le juge administratif. Alors, c'est beaucoup plus facile que de saisir le Conseil constitutionnel. Donc, c'est tout l'intérêt, si je puis dire, de la décision qui a été rendue récemment à ce sujet. Voilà. Alors, il y a combien qu'on comprenne l'enjeu? Donc, il y a 64 communes en France qui sont équipées de machines électorales. Combien parmi ces 64 sont équipées illégalement, selon votre analyse? Alors, bon, mon analyse, si vous voulez, elle a été faite un peu en urgence, c'est-à-dire entre le premier et le second tour. On a essayé de comprendre un peu ce qui se passait. Et on a dû faire ça un peu en urgence. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a saisi le juge des référés. En réalité, le juge a considéré que c'était légal d'avoir des machines à voter, mais à ce stade, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire exactement combien il y en a. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est-à-dire dans un même bureau de vote, il ne peut pas y avoir deux machines. Il faut qu'il y en ait une et une seule.
Voilà. Donc, les machines surnuméraires sont légales. On ne sait pas exactement combien il y en a, c'est-à-dire entre celles qui sont dans les bureaux de vote et celles qui sont mises en réserve. C'est assez opaque, la question, ce point est assez opaque, mais en tout état de cause, on nous indique que c'est légal. Voilà la réponse. Et vous avez indiqué le nombre de communes qui étaient dotées de ces machines, mais on sait combien il y a de communes qui sont dotées de ces machines, mais on ne sait pas combien il y en a, puisque, comme vous le savez, une commune peut avoir plusieurs bureaux de vote. Voilà. Oui, mais un sacré nombre, oui. Et, Mais la question que les gens se posent, c'est est-ce que, parce qu'en ne tournons pas autour du pot, est-ce que les machines à voter permettent de frauder? alors, ça, voyez-vous, c'est une question à poser à un technicien. Moi, en tant qu'avocat, et d'ailleurs, le juge qui serait saisi de cette question ne pourrait pas y répondre. Il faudrait, en fait, que une expertise sur ces machines puisse être effectuée. Il faudrait qu'on sache effectivement comment ça fonctionne. Tout simplement, la question, c'est comment fonctionne une machine à voter. Moi, je suis incapable de vous dire si une machine à voter est branchée sur un secteur, si elle dispose d'une batterie autonome qui ne nécessite pas qu'elle soit branchée sur un secteur. Que se passe-t-il s'il y a une coupure de courant? Est-ce que la machine repart à zéro ou comptabilise quand même les votes? On n'en sait strictement rien. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème de clarté sur cette question. Je pense qu'il serait quand même utile que l'on puisse avoir tous les éléments, c'est-à-dire tout simplement le catalogue de fonctionnement de la machine, comme vous trouvez sur Internet d'ailleurs, eh bien, pour les médicaments, comment dirais-je, tous les éléments qui permettent de savoir quelle est la notice du médicament. Et là, on n'a aucun élément à ce sujet. Donc moi, je pense qu'il serait utile qu'on puisse avoir toutes ces informations. Il y a un point positif, c'est que les citoyens commencent à s'intéresser vraiment à cela, parce que finalement, personne n'avait posé la question avant. Hein. Mmh. Donc, est-ce que ces machines sont sûres? Je ne peux pas vous répondre. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que certaines d'entre elles sont vraisemblablement obsolètes. Certaines, et ça se trouve sur les éléments d'information juridique en la matière, tournent encore visiblement sous Windows 95. C'est quand même très surprenant. Et elles n'ont pas de connexion Wi-Fi. Voilà à peu près ce qu'on sait du fonctionnement de ces machines à voter. Je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que, puisque le Conseil constitutionnel vient de proclamer tout à l'heure l'élection d'Emmanuel Macron, mais il y a eu des recours qui sont faits par ailleurs par d'autres avocats sur la sincérité du dépouillement, notamment à cause de l'affaire France 2 qui a annoncé 1 million de voix de plus à Marine Le Pen que le ministère de l'Intérieur in fine. Est-ce que, de votre point de vue, certains citoyens ont raison de s'interroger sur la fiabilité du processus électoral en France? Alors, il y a deux questions dans votre question. Premièrement, pour répondre au dernier point de votre question, oui, je pense que les citoyens, c'est le rôle, c'est notre rôle en tant que citoyen d'être vigilant. Hein. Le prix de la liberté, c'est l'éternelle vigilance. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne la démocratie. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, sur la première partie de votre question, sur les recours qui sont en cours, malheureusement, je vais devoir jouer les Cassandres, mais ces recours sont intégrables. Ne peuvent contester le scrutin des élections présidentielles, en l'occurrence donc, pour le second tour, que le préfet, les candidats et les citoyens qui ont mentionné sur le procès-verbal des opérations électorales de leur commune qu'il y avait éventuellement un cas de fraude possible. C'est ensuite une commission qui se chargera de saisir le Conseil constitutionnel, et tout ça dans un délai extrêmement restreint de 48 heures. Donc, les recours qui ont été déposés aujourd'hui sont totalement irrecevables. Ils n'aboutiront à rien du tout. Il aurait fallu effectivement que, comment dirais-je, que ces recours soient effectués dans le délai 48 heures, c'est-à-dire, en l'occurrence, soit par le candidat lui-même, soit par le préfet du département ou de la région concernée. Ce qui est peu vraisemblable. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme procédure en cours, alors, du coup, maître, puisque en dehors de ces affaires, vous faites beaucoup d'actualité?
Ce qui est envisageable maintenant, ce que ce que j'ai dit aux personnes qui sont venues me saisir sur cette question, l'association, c'est de regarder plutôt vers l'avenir, c'est-à-dire les élections législatives à venir. Plutôt que de s'y prendre au dernier moment et dans la précipitation, alors que le processus judiciaire est en général un processus long et nécessite quand même des éléments étayés. Plutôt que d'agir dans la précipitation, il faut prendre en considération le délai dont vont disposer les associations et les citoyens avant les élections législatives pour s'enquérir justement de la situation dans leur commune. Et je pense que la prochaine procédure qui pourrait être envisagée, prochaine procédure administrative, concernerait éventuellement ces législatives. Je pense que c'est ce qui pourrait être intéressant. Mais j'ai l'impression que les Français se sont intéressés finalement au processus électoral qu'entre le premier et le deuxième tour. Non, mais il y a le précédent de Trump, il y a l'élection de Trump, l'élection de Biden qui a éveillé pas mal d'esprits quand même. Qui a éveillé pas mal d'esprits. Et je pense que il est tout à fait utile d'ailleurs que le gouvernement et le législateur soient beaucoup plus clairs sur ces questions parce que il est normal que les gens s'en posent en fait. On ne peut pas empêcher les gens de se demander si finalement ces machines ne peuvent pas donner une fraude éventuelle. Je pense que c'est une question tout à fait légitime. Et si on a une réponse claire à une question claire, eh bien, le processus démocratique se poursuivra tout à fait normalement. Et pourquoi pas, les machines à voter continueront d'être présentes. Je n'en sais rien, mais en tout état de cause, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la clarté sur cette question-là. Les enjeux sont beaucoup trop importants pour rester opaques. Bon, on espère que vous nous tiendrez au courant de ces futurs contentieux. De toute façon, on parle avec l'association qui est en réalité l'association avec nous, et on suivra ça de très près. Merci beaucoup de votre collaboration, maître, et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt, avec plaisir. Au revoir.